Mais revenons d'abord sur le fil de cette journée. Un scénario digne d'un film catastrophe, donc en plusieurs temps. Le World Trade Center, tout d'abord, vous le disiez, 2 avions se sont écrasés à une quinzaine de minutes d'intervalle sur les 2 plus importantes tours de Washington. On le voit sur ces images. Et tout de suite, le récit de Géraldine Ponce. 9h hier matin, Manhattan se réveille sous un ciel en flammes. Un avion de ligne américain vient de s'écraser sur l'une des tours du World Trade Center. Attentat suicide. À 7h, de nombreux employés sont déjà à leur bureau. Après l'explosion, le feu se propage rapidement. Pris au piège au sommet de la tour, certaines personnes tombent dans le vide. Les secours sont déjà sur les lieux lorsque soudain un autre avion surgit et s'écrase à son tour sur le second édifice. L'explosion est gigantesque. Les 2 bâtiments sont en flammes. Les évacuations des alentours ont à peine commencé que les tours menacent maintenant de céder. Moins d'1 heure après avoir été frappée, la première s'effondre comme un château de cartes. Puis une demi-heure plus tard, c'est sa jumelle qui disparaît aussi, dans un fracas assourdissant de verre, d'acier et de béton. Sans donner de bilan, le maire de New York, Rudolph Giuliani, précise que l'explosion a fait un nombre terrible de victimes. Il ordonne immédiatement l'évacuation du sud de Manhattan et demande aux habitants de garder leur calme. Mais dans les rues, c'est la panique. Les passants sont en proie à des crises d'hystérie. D'autres s'enfuient en criant. Le chaos est total. Les blessés sont évacués. Mais ils sont si nombreux que les hôpitaux new-yorkais sont vite submergés et multiplient les appels aux infirmières et médecins pour se porter volontaires. Quelques heures plus tard, le quartier le plus moderne du monde est méconnaissable, vision d'apocalypse. Manhattan est recouvert d'un immense nuage de poussière, le sol jonché de milliers de tonnes de débris. Et le drame se poursuit. Soudain, un 3e immeuble proche du World Trade Center tombe à son tour, causant un énorme brasier. Les secours new-yorkais sont dépassés, partout sous les gravats fumants d'éventuelles victimes. Ce matin-là, les États-Unis ont été touchés en plein cœur par 2 fanatiques. Et puis peu après les Twin Towers, un autre avion détourné allait s'écraser sur le siège du Pentagone. Une gigantesque explosion là encore dans ce bâtiment qui abrite plus de 20 000 personnes. Tous les autres bâtiments fédéraux de la capitale ont été évacués et en premier lieu la Maison Blanche. Et la série continue avec un 4e crash cette fois. L'avion détourné est allé s'écraser en Pennsylvanie, près de Pittsburgh. 65 personnes étaient à bord. En tout, près de 300 personnes étaient à bord des 4 avions. C'est la seule certitude que l'on a pour l'instant sur le nombre de victimes de ces attentats. On parle seulement de 2100 blessés, mais il est impossible encore de dresser un véritable bilan. Le maire de New York parle de quelque chose de terrifiant, mais il estime qu'il faudra au moins 24 heures pour l'établir précisément. Quant à George W. Et ces attentats bouleversent bien entendu l'ensemble de la communauté internationale. On l'a vu en France, Jacques Chirac a réuni ce soir un conseil restreint à l'Elysée. Le président a exprimé sa solidarité au peuple américain et la réactivation maximum du plan Vigipirate a en outre été décidée. Fabien Amias. Il est à peine plus de 15 heures. Jacques Chirac, en déplacement à Rennes, prend la parole pour une réunion programmée de longue date. Je suis dans l'obligation absolue de regagner immédiatement mon bureau à Paris. Le président a déjà appelé Lionel Jospin. Le Premier ministre se trouve à Matignon. Les 2 hommes décident de se retrouver à l'Elysée en fin d'après-midi.
Pour préparer ce rendez-vous, Lionel Jospin réunit Daniel Vaillant, Hubert Védrine et Jean-Claude Guesseau dans son bureau. Les mêmes retrouveront Jacques Chirac. À l'ordre du jour, rassurer les Français et assurer leur sécurité. Nous avons indiqué au président de la République les décisions qui ont été prises par le gouvernement, et notamment la mise en œuvre du plan gouvernemental d'alerte et de prévention qui s'appelle Vigipirate renforcé. Je l'ai dit, il faut rester attentif et en même temps être calme. Jacques Chirac, lui, s'est isolé avec ses conseillers. À 21h, il s'adresse aux Français. Ce qui s'est produit aux États-Unis nous concerne tous. Nous ne connaissons à ce stade ni les auteurs, ni les raisons de ces actes barbares. La situation requiert néanmoins sang-froid, mais aussi vigilance et mobilisation. Les mesures de précaution qui s'imposent ont été prises immédiatement par le gouvernement. Hier, il n'y a pas eu le moindre différend entre les deux chefs de l'exécutif. Les querelles de la cohabitation passent après la sécurité des Français. Et puis les réactions au Proche-Orient à présent, où ces attentats ont provoqué des scènes de joie dans les territoires palestiniens, en Cisjordanie et au Liban Sud. Stéphanie Renouvin. À Sion, au Liban, une foule en liesse sort dans la rue. À l'heure de la sieste, l'annonce des attentats commis en plein cœur des États-Unis tombe. Des scènes de joie en parfait décalage avec les propos du chef de l'autorité palestinienne Yasser Arafat. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances et celles du peuple palestinien au président américain, le président Bush, à son gouvernement, au peuple américain, pour cet acte terrible. Nous sommes complètement en état de choc. C'est incroyable. Yasser Arafat est choqué, mais les Palestiniens réfugiés dans ce camp libanais continuent de se réjouir. Des tirs à l'arme automatique et à la roquette vers le ciel. Dans d'autres camps du Liban Sud, les habitants font éclater des feux d'artifice. À Naplouse, en Cisjordanie, ou ici, à Jérusalem-Est, les mêmes manifestations de joie. Des concerts de klaxons, des mains triomphantes s'élèvent. Les Palestiniens dansent et chantent des slogans à la gloire du terroriste saoudien Oussama Ben Laden. Ils crient que ces attentats sont des vengeances divines, une riposte venue du ciel contre la politique menée par les États-Unis dans la région. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette journée. On vous retrouve, Jacques Collet, avec vos invités. Oui, et pour continuer à expliquer autant que nous pouvons le faire et à éclairer surtout les raisons qui ont amené à cette suite de catastrophes qui ont frappé les États-Unis d'Amérique, eh bien nous retrouvons Antoine Basbous. Je vais corriger la manière dont je l'ai présenté tout à l'heure. Il est le directeur de l'Observatoire des pays arabes et non pas du monde arabe. Robert Pinjon, qui est le représentant du Parti républicain en France. Et puis, Monsieur Gilles, vous êtes un confrère, journaliste au Monde diplomatique et au Wall Street Journal, et vous nous avez apporté un ouvrage assez intéressant, Une guerre non sainte, Unholy Wars, concernant l'Afghanistan, les États-Unis d'Amérique et le terrorisme international. Et alors, cette nouvelle réédition, vous me le faisiez remarquer, est intitulée « La contagion gagne, l'assaut contre l'Amérique ». Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une enquête qui a été menée par un des plus grands noms de la presse américaine sur le Moyen-Orient, John Cooley, et publiée il y a 1 an et demi à Londres et très peu remarquée. Et c'est une analyse de qu'est-ce qui est arrivé à ces 250 000 personnes qui ont été formées dans des camps de Peshawar pour aller se battre contre l'Afghanistan ou déstabiliser le sud de la Russie dans les années 80. Et on les retrouve maintenant partout. On les a retrouvés au début de la guerre civile en Algérie, on les a retrouvés aux Philippines l'année dernière. Est-ce qu'on les retrouve à New York? On ne sait pas. Mais en tout état de cause, si la piste moyen-orientale s'avère être la bonne ou afghane, cela posera énormément de questions. Parce que je crois qu'après ce qui est arrivé à New York aujourd'hui, il faut se poser 2 questions. La première, c'est qui a intérêt au crime? Alors, où on pousse les Américains vers un nouvel isolationnisme, où ils peuvent se dire qu'ils se lavent les mains de certains des problèmes du monde, ce qui serait très grave, ou alors on les pousserait à agir de façon trop rapide. Et c'est bien le danger, parce que d'un côté, le président va vouloir réagir. Mais réagir d'abord contre qui et comment? Et puis, même dans ce cas-là, punir mène à quoi?
Et je crois que notamment au Moyen-Orient, on se trouve dans une situation délicate. On sait très bien qu'on est dans une poudrière au niveau des Palestiniens et des Israéliens. Beaucoup de gouvernements pourraient être déstabilisés par des actions violentes. Alors punir, c'est très bien, mais il faudrait aussi résoudre les problèmes. Donc on se trouve dans une situation extrêmement délicate, extrêmement dangereuse. Réagir, oui, mais contre qui, comment, avec quelle force, pourquoi ? Oui, c'est autant de questions qui effectivement ce soir se posent. Et avant que de continuer avec vous, messieurs, je me tourne vers Pierre-Alexandre, notre correspondant permanent à New York. Pierre, à l'heure qu'il est, c'est-à-dire 8 heures après les attentats de ce matin, chez vous à New York, quelle est la situation ? Bien, le jour tombe maintenant sur New York, mais l'incendie au sud de Manhattan se poursuit. Il y a toujours une épaisse fumée au-dessus de la partie sud de Manhattan et cela pénalise pour l'instant encore très nettement le travail des sauveteurs. Visiblement, toutes les personnes qui pouvaient être sauvées l'ont été. On n'entend plus beaucoup de bruit, de sirènes, d'ambulances. Toute la ville est déserte maintenant, les rues sont vides, les magasins sont fermés. Tous les habitants de New York sont rentrés chez eux. Ils attendent maintenant de suivre la déclaration de George W. Bush depuis Washington. Pierre, est-ce que vous pensez que la terrible prédiction de ce responsable de la communication d'un hôpital, le St. Vincent Hospital de New York, selon laquelle les victimes pourraient se compter par dizaines de milliers, est-ce que cette appréciation vous paraît plausible ? Écoutez, il faut attendre parce que on ne sait pas. Il y a deux inconnues très importantes. On ne sait pas tout d'abord combien de personnes se trouvaient exactement dans les deux tours au moment de l'attaque. On parle de 40 000 personnes, on parle aussi de 20 000 personnes. Il y a des chiffres très différents qui circulent. Deuxièmement, on ne sait pas exactement avec précision combien de personnes ont pu être évacuées avant que le building ne tombe. La première attaque a eu lieu ici à 9h moins le quart et le premier building s'est effondré lui à 10h, soit près d'une heure plus tard. Il y a eu une partie des gens qui travaillaient dans ces tours qui ont été évacués, mais on ne sait pas exactement quelle est l'importance de ces personnes qui ont été évacuées. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent, plusieurs milliers de victimes certainement, mais pour avoir un chiffre plus précis, malheureusement il faudra attendre encore plusieurs jours, je pense. Qu'est-ce qui se passe sur les ruines des deux tours du World Trade Center et sur celle du troisième immeuble qui s'est effondré dans la foulée ? Écoutez, le périmètre est totalement fermé. De mon appartement, je vois de la fumée, c'est tout ce que je peux vous décrire. Pour l'instant, cette partie ressemble à un épais brouillard, maintenant jaune et rouge, puisque le jour tombe, mais tout le périmètre est fermé, toute la zone a été évacuée. Il y a dans cette partie de Manhattan aussi des logements d'habitation. Les personnes ont été évacuées. On cherche maintenant à les reloger dans d'autres endroits, dans d'autres quartiers de New York. Pierre-Alexandre, merci et merci de poursuivre sur notre antenne cette couverture de cette catastrophe sans précédent. Antoine Basbous, est-ce que vous souscrivez à toutes les analyses qui sont faites quant à l'implication forcément islamiste que l'on désigne aujourd'hui ? Il y a un faisceau de présomption très fort qui dirige toutes les pensées vers Bin Laden. C'est son programme, il l'avait fait par le passé, il est le seul chef à la tête d'une multinationale islamiste capable de coordonner cet ensemble d'opérations simultanées et il a les moyens, il a les capacités et donc je pense que c'est lui qui va sinon s'attribuer ces attentats, du moins féliciter ceux qui les ont commis comme par le passé. Mais aujourd'hui, l'Occident, l'Amérique, est confronté à une nouvelle théorie. Donc la théorie de zéro mort pour répliquer à ce genre d'attentat n'est plus d'actualité. Rappelez-vous en 1998, quand Clinton, pour échapper au Monica Gate, avait lancé 70 Tomahawks sur l'Afghanistan qui sont perdus dans les montagnes et les vallées. Donc c'était sur des cibles inutiles, mais c'était pour occuper les médias, pour dire qu'il avait l'initiative, comme il avait lancé également des raids au Tomahawk contre une usine pharmaceutique au Soudan. Et par la suite, ils ont reconnu que c'était une erreur. Donc aujourd'hui, face aux kamikazes, à ce nouveau phénomène, eh bien, il faudrait que des soldats soient capables d'aller traquer le terroriste sur le terrain, de débarquer, d'avoir des morts, des blessés. Et donc la théorie de zéro mort, à mon avis, est tombée aujourd'hui.
Est-ce que, sans se livrer à une spéculation qui serait hasardeuse, est-ce que le fait que nous y ayons assisté à une opération kamikaze, mais cette fois-ci avec des appareils civils dans laquelle des terroristes auraient neutralisé l'équipage pour pouvoir aller abattre les appareils sur ces deux tours de Manhattan, sur le Pentagone et vraisemblablement vers Pittsburgh, est-ce qu'on peut y voir un lien avec les actions kamikazes auxquelles on assiste en Israël actuellement? Mais vous savez, les opérations kamikazes ont été lancées récemment par les chiites, notamment à Beyrouth, contre la force multinationale, c'est-à-dire contre les Américains et les Français. Rappelez-vous, ce 23 octobre 1983, il y a eu 299 soldats américains et français tués en quelques secondes. Le Drakkar. Le Drakkar et l'aéroport international de Beyrouth. Quelle a été la réaction à l'époque de l'Amérique et de la France? C'était rien du tout. Et même le raid américain s'est soldé par la perte de 2 avions abattus par la chasse, par les missiles antiaériens syriens, servis par les soviétiques à l'époque. Et ce crime est resté impuni, ce qui a encouragé les autres à commencer. Bon, après ce premier acte majeur de terrorisme contre les forces occidentales, commandité par Damas et par Téhéran, il y a eu la suite du Hezbollah qui a chassé l'armée israélienne du Sud-Liban, également par par cette même arme du kamikaze. Et là, il y avait occupation étrangère d'un pays, et donc là, on peut parler de résistance. Bon, aujourd'hui, c'était à l'époque la filière chiite. Aujourd'hui, ce sont les sunnites qui font la surenchère et qui sont passés au kamikaze, à cette technique du kamikaze, et nous voilà avec le Hamas, le djihad islamique en Israël et en Palestine, qui combattent l'armée israélienne, et Bin Laden qui leur a montré le chemin auparavant. Donc nous sommes aujourd'hui en face d'un phénomène de concurrence entre les chiites et les sunnites pour ces actes de kamikaze. Vous aviez donc écrit « Islamisme, une révolution avortée » avec un point d'interrogation, vous posiez la question. Est-ce que vous souscrivez à la supputation de John Cooley lorsqu'il intitule le 10e et dernier chapitre de son ouvrage « L'assaut sur l'Amérique » ? Eh bien, écoutez, j'ai développé dans mon livre tout un chapitre sur Bin Laden et sur ses intentions qui dit clairement, dès 1998, que le grand Satan, l'ennemi, c'est l'Amérique, avec 2 petits ennemis, la Grande-Bretagne et Israël, et il a déjà frappé à maintes reprises, il continue de le faire. C'est un homme, apparemment, qui réalise ce qu'il promet. François Gilles, qu'est-ce qui a pu conduire John Cooley à se livrer à cette spéculation, cette prémonition qui s'est quasiment révélée aujourd'hui ? Je crois que c'est un homme qui couvre le Moyen-Orient depuis 1954. C'est un des journalistes les plus éminents sur cette région qui vraiment connaît son affaire. Il a mis 10 ans pour écrire ce livre, donc ça n'a pas été écrit, simplement ce ne sont pas des paroles en l'air. Je pense que ce sont de très bonnes questions. Et ce qu'il souligne dans le livre, c'est que cette histoire de ces camps de 250 000 personnes formées, les Américains sont allés demander aux Chinois s'ils pouvaient former des Ouïghours dans ces camps. Et ils ont formé des Ouïghours qui se sont battus en Afghanistan, et puis qui sont retournés en Chine, et puis qui ont commencé à se rebeller contre le gouvernement de Pékin. L'histoire des otages aux Philippines l'année dernière, c'était aussi des gens qui avaient été formés dans ces camps. Le problème, c'est que le génie, ce mauvais génie est sorti de la bouteille, et pour le remettre dedans, ça va être horriblement difficile. Et pour ce qui concerne... Qu'est-ce qui peut être raisonnablement envisagé, pardonnez-moi, puisque vous abordez les moyens de rétorquer à cette explosion de violence, quels peuvent être les moyens pour y répondre ? La violence, ça peut satisfaire une réponse violente. Se débarrasser des terroristes, oui, tout le monde sera pour, mais le problème c'est que d'abord il faudra pouvoir le faire, puisque si c'est Bin Laden ou d'autres, de toute façon, ils peuvent narguer, que ce soit les Israéliens, les Américains. Et après tout, New York a été attaqué, rien n'empêche des opérations kamikazes dans des grandes capitales occidentales. Je veux dire, les cibles sont très faciles, c'est impossible à garder parfaitement, et nous le savons. Donc il y a ce problème, mais il y a aussi au Moyen-Orient des problèmes comme la question palestino-israélienne. Tant qu'on n'arrive pas à l'adresser, la méthode forte ne réussira pas, parce que malheureusement le terrorisme est l'arme des faibles. C'est pas nouveau historiquement, c'est très vieux, et ça continuera. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et plus il y aura de violence, que ce soit de la part des Israéliens, des Palestiniens, plus il y aura de ça. Il n'y aura aucun moyen de l'arrêter, mais il faudrait adresser les problèmes politiques. Et tant qu'on n'essaye pas de résoudre certains
certains problèmes politiques ou de les adresser directement. Par exemple, dans la question du Moyen-Orient, l'Europe fait un effort très important. Et j'ai entendu, il y a un peu plus d'1 an, des responsables américains faire une critique privée de l'envoyé spécial de l'Union européenne auprès des négociations de paix. Alors avec ce genre d'attitude, on n'ira pas très loin. Et je crois que là, c'est un grand problème. Il y a des problèmes politiques qu'il faut résoudre politiquement. S'attaquer aux bases du terrorisme, on l'a vu combien de guerres pendant la guerre d'Algérie, pendant combien de guerres. On peut continuer à s'attaquer, mais on ne résoudra pas le problème de fond, qui est un problème politique. Et s'il est fort malheureux de voir des Palestiniens et des Libanais crier leur joie dans la rue, je crois qu'il faut bien voir que c'est comme lorsque Saddam Hussein a attaqué le Koweït. Saddam Hussein était, je me rappelle à l'époque, j'avais écrit un article au Financial Times, j'avais dit que Saddam Hussein était vu comme un Robin des Bois par les foules arabes, parce que les frustrations de toutes sortes étaient telles qu'on en venait à prendre ces gens pour des héros. C'est malheureux, mais ces frustrations sont le reflet de situations qu'il va bien falloir adresser économiquement, politiquement. Autrement, on sera pris dans un engrenage de violence qui pourra continuer. Et nous en souffrirons, parce que nous sommes des pays très riches, en Europe, aux États-Unis. Nous sommes des pays ouverts, on ne peut pas boucler. Comment voulez-vous boucler la France, l'Italie, les États-Unis? C'est quasiment impossible. Et donc, on est donc amené à redouter que d'autres actions de ce type ne frappent encore l'Occident, c'est cela? Bien sûr qu'il ne faut pas laisser les terroristes courir, mais en même temps, il faut adresser les problèmes politiques. Nous avons une rive sud de la Méditerranée, cette partie de l'Asie jusqu'à l'Afghanistan, qui deviennent de plus en plus pauvres face à une Europe qui est de plus en plus riche, ou les États-Unis qui sont de plus en plus riches. Et ce décalage énorme qu'il y a, on le voit par les bateaux qui arrivent toutes les nuits sur les côtes d'Espagne ou d'Italie, on le voit malheureusement par des choses comme ça. Bon, la violence, c'est très bien. On ne pourra pas construire de barrières de fer au travers de la Méditerranée. Ce n'est pas une affaire économique simplement, parce que la source de l'islamisme est dans le Golfe, là où il y a le plus de ressources. C'est-à-dire Bin Laden lui-même est l'héritier, le riche héritier d'une très grande puissance du monde arabe. D'une extrême puissance familiale. C'est-à-dire sa famille, les Bin Laden, c'est une grande société de BTP qui est alliée à la monarchie saoudienne et qui a encaissé pendant 20 ans l'équivalent de 160 milliards de francs français. Je dis bien 160, pour l'agrandissement des simples lieux saints de l'islam à la Mecque et à Médine. Sans parler des autoroutes, des palais de la famille royale, des stations, des aéroports et tout ça. Donc c'est pas une affaire, Bin Laden n'est pas un pauvre. Non. Bin Laden, il est soutenu également par des wahhabites riches qui veulent financer cette guerre contre l'Occident, contre les chrétiens, contre le judéo-chrétien. Mais aussi, il faut dire la chose suivante, la réplique doit comporter, à mon avis, 2 branches. D'abord, il ne faut pas que l'Occident reste sur une impunité. Jusqu'à présent, on a frappé les Américains, les Français, et tout le monde a dit, bon, on oublie, on assassine des ambassadeurs, on oublie. Bon, il y a de la réelle politique, on n'a pas envie d'affronter les États terroristes, mais ils sont connus. On les a cités. Vous voulez dire quoi, que les grandes puissances font preuve de lâcheté? Oui, évidemment. Jusqu'à présent, oui. Mais maintenant que l'Amérique a été frappée au cœur de sa puissance financière à Washington, au cœur de sa puissance militaire au Pentagone, eh bien la réaction va arriver. C'est le nouveau Pearl Harbor qui va secouer l'Amérique, parce qu'on peut pas rester, elle ne peut pas rester sur cet sentiment d'échec et d'impuissance, sur cette humiliation suprême qu'a voulu Bin Laden. Que veut Bin Laden d'après ça? Il engage un combat avec l'Occident. Il veut dire aux musulmans, suivez-moi, je suis capable de défaire cette puissance comme j'ai défait l'Union soviétique. Mais il le dit, il suffit de lire ses textes, sa littérature. Et il pense que l'Amérique va se mettre à genoux, comme au Vietnam, comme à Beyrouth, comme en Somalie. Et donc, frappez, venez les musulmans, les islamistes, mettez-vous derrière moi, nous allons vaincre l'Amérique. Et je reviens pour dire, il ne faut pas confondre le courant islamiste de Bin Laden avec les musulmans et avec l'islam. J'allais vous le demander, qu'est-ce qui peut unir dans une cause commune d'agressivité à l'égard du grand Satan conféré les États-Unis, le pauvre diable de Kurde qui erre aujourd'hui en mer de Timor entre l'Australie et Dieu sait quelle autre île du Pacifique Sud, et puis cette famille Ben Laden, ou en tout cas ce représentant qui ont deux causes. Ce sont 2 combats différents. Bin Laden veut défaire cette Amérique qui soutient ce grand Satan, qui soutient le petit Satan et qui le renforce en terre d'islam. Je veux parler d'Israël. Parce que pour lui, l'existence d'Israël
est injuste. Et donc, les Américains se sont réellement alignés systématiquement et aveuglement sur Israël. Ils n'ont pas tenu leurs engagements à l'égard des Arabes quand ces Arabes sont venus les soutenir dans la guerre contre l'Irak en 1991. Il y a eu Madrid et après, il y a eu des résolutions de la terre contre la paix, mais les Américains n'ont pas fait le nécessaire auprès d'Israël pour qu'Israël ait la paix en restituant les terres de 67. Donc là, il y a le sentiment d'injustice. Un autre sentiment d'injustice, c'est l'Irak. Il est vrai qu'il y a 1 million d'Irakiens qui sont morts depuis le début de l'embargo. Et aujourd'hui, les Irakiens meurent, mais Saddam Hussein se porte parfaitement bien. Et donc c'est absurde, cette politique deux poids deux mesures, cette agression sentie par Bin Laden et d'autres aussi arabes et musulmans à l'égard des causes palestiniennes, à l'égard de l'Irak comprimé, eh bien, fait réagir. Robert Pingeon, est-ce qu'il n'y a pas un fossé psychologique énorme qui expliquerait, si je puis dire, l'incompréhension irréparable qu'il y a entre la conscience américaine d'être le gardien de cette planète et puis cette sensibilité arabe qui s'exprime de façon aussi violente? Moi, je crois que d'abord, pour ce qui concerne le conflit au Moyen-Orient, il ne faut pas rêver. À partir du moment qu'on essaie de négocier ça dans un contexte de terrorisme et insécurité, les négociations ne vont pas avancer. Ils ne vont pas avancer du tout. Mais ils n'ont pas avancé avant le terrorisme non plus. Pendant 7 ans depuis Oslo, qu'est-ce qu'ils ont obtenu les Palestiniens? Disons, effectivement, les choses avançaient. Sous Clinton s'est engagé. Monsieur, vous représentez le parti républicain. Laissez-moi vous dire une chose, que depuis que Monsieur Bush... L'heure n'est hélas plus au débat, Antoine Basbous. Je crois qu'on a apporté, et vous et nous, le maximum d'éléments que nous pouvions apporter à cette journée si fertile en événements terribles. Il nous faut, hélas, maintenant conclure. Merci, messieurs. Nous allons retrouver dans un instant le rappel de ces événements par Magali Frère. Toujours pas de bilan, il n'est pas possible d'avoir des chiffres précis sur le nombre des victimes pour le moment. Donald Rumsfeld, le secrétaire américain à la Défense, évoque des dizaines de morts, rien que pour l'attaque du Pentagone. Le maire de New York, Rudolph Giuliani, estime qu'aucun bilan ne peut être établi avant 24 voire 48 heures. À New York, près de 18 heures après l'attentat, une épaisse fumée est toujours visible à plus de 50 km au nord de Manhattan. Mais revenons sur le fil de cette journée, un scénario digne d'un film catastrophe en plusieurs temps. Le World Trade Center, tout d'abord, il est presque 9 heures à New York lorsque 2 avions s'écrasent à une quinzaine de minutes d'intervalle sur les Twin Towers. Le récit de la journée avec Antonin André. New York, 9 heures du matin. Un vol d'American Airlines avec 156 personnes à bord vient de s'écraser sur l'une des 2 tours du World Trade Center en plein cœur de Manhattan. 18 minutes plus tard, un deuxième avion vient s'encastrer dans la tour jumelle du bâtiment où travaillent 40 000 personnes. Le World Trade Center est en feu. De la première tour, des employés pris au piège tombent dans le vide. La police a eu à peine le temps de dresser un périmètre de sécurité et de commencer les évacuations lorsque le deuxième crash s'est produit. Au pied de ces 2 tours infernales, la panique s'empare des rues de New York. Les premiers blessés sont évacués. Lorsque dans un immense nuage de poussière, la première tour s'écroule. Quelques minutes plus tard, sa jumelle la rejoint dans un amas de décombres. Des blessés et des passants couverts de cendres et de poussière sont évacués ou s'enfuient dans les rues en proie à de véritables crises d'hystérie. Plus tard dans l'après-midi, une 3e tour voisine du World Trade Center qui menaçait de céder s'effondre à son tour. Nouveau déluge de cendres et de débris sur Manhattan. La folie terroriste sème la terreur dans tout le pays. 1 heure après les crashs de New York, un avion lui aussi détourné s'écrase sur le Pentagone, en plein cœur de Washington, provoquant un gigantesque incendie. Puis toujours dans la capitale américaine, c'est le département d'État qui s'embrase à son tour. Cette fois, c'est une voiture piégée qui a explosé devant le bâtiment. Dans ce climat de guerre, tous les sites officiels, cibles potentielles des terroristes, sont évacués, à commencer par la Maison Blanche. C'est alors qu'un nouvel avion s'écrase en Pennsylvanie, près de Pittsburgh. C'est le 4e. Tous les vols commerciaux sont annulés pour éviter de nouveaux détournements meurtriers.
Tous les vols commerciaux annulés, donc le trafic aérien interrompu sur tout le territoire. C'est un état de siège. C'est une décision sans précédent surtout. Et les bourses américaines resteront également fermées demain mercredi. Ce soir, Rudolph Giuliani fait savoir que Wall Street est intacte. George W. Bush vient quant à lui de décréter l'état de New York ville sinistrée. Il débloque des fonds fédéraux d'urgence. Il a regagné la Maison-Blanche ce soir et à son retour, par la voix de son porte-parole, il s'est engagé à retrouver les auteurs des attentats et il a exhorté la population américaine à retrouver une vie normale. Le président doit s'exprimer vers 20h30 heure locale, soit 2h30 du matin. Retour sur la journée du président avec Estelle Youssoufa. Dès l'annonce de l'attaque que subissait le pays, George W. Bush est devenu l'homme le plus protégé de la planète. Escorté par des avions de combat, c'est dans Air Force One que le président est mis à l'abri. Après une première allocution en Floride, le chef de l'État se dépose en Louisiane pour une deuxième intervention, elle aussi très brève. Bush se dirige en fait vers le Nebraska, où une base militaire de haute sécurité doit le protéger. C'est une conseillère du président qui défend la continuité du pouvoir exécutif. Les services secrets américains ont immédiatement assuré la sécurité du président, du vice-président, du speaker. Ils sont tous en sécurité. Air Force One a maintenant atterri au Nebraska. Et le président est en lieu sûr. En quelques heures, secrétaire d'État et attachés du bureau ovale sont devenus invisibles. Seul Colin Powell, en visite en Amérique latine, se borne à une prière et un message laconique avant de rentrer lui aussi aux États-Unis. Avec le bâtiment du Pentagone, victime d'une attaque, la capitale fédérale n'est plus considérée comme une ville sûre. La Maison-Blanche et les principales administrations ont été évacuées, mais après avoir tenu un conseil de sécurité exceptionnel, le président Bush a quitté le Nebraska. Après de longues heures sans son chef, Washington voit maintenant revenir le symbole de la solidité des institutions américaines. Ces attentats ont donc frappé en plein cœur les symboles financiers et militaires de la plus grande puissance mondiale. Alors comment les services de sécurité américains ont-ils pu se voir infliger un tel camouflet? Vincent Perrault. C'est à l'évidence un échec catastrophique pour les services de sécurité américains. Ils avaient fait du terrorisme islamique leur ennemi numéro 1 avec des moyens financiers qui se chiffrent en milliards de dollars et un staff de près de 28 000 personnes rien que pour le FBI. Cette fois, ce sont les symboles mêmes de la puissance militaire et financière américaine qui ont été touchés. Alors si aujourd'hui les services de sécurité américains sont montrés du doigt, FBI, CIA, NSA ou encore les services des armées, c'est bien parce que dans le passé, une série de bévues avait sérieusement entamé la réputation et la crédibilité de ces services, chargés d'assurer la sécurité intérieure comme extérieure. Qu'il s'agisse de l'affaire Hansen, du nom d'un ancien agent du FBI qui renseignait la Russie depuis 15 ans, ou encore de l'épisode de l'attentat d'Oklahoma City où des documents avaient été perdus par le FBI, accusé enfin d'avoir dissimulé des documents dans l'assaut sanglant de la secte des Davidiens à Waco, au Texas, en 1993, sans oublier le précédent attentat contre le World Trade Center en février de la même année. Et pourtant, les moyens de recueil de l'information par les services américains sont considérables. Les moyens techniques de collecte de renseignements ont augmenté de façon logarithmique. Mais ça n'est rien si on ne traite pas. C'est-à-dire que vous avez des milliers d'informations et le nombre d'analystes à la CIA capables de discriminer aujourd'hui a baissé. C'est une organisation profondément démoralisée qui a montré à plusieurs reprises son incapacité. Et là, je pense que c'est le glas de la CIA telle que nous l'avons connue. Dans ce contexte apocalyptique, les conséquences vont être rapides pour les responsables des services mis en cause. Elles devraient aboutir à une vague de départ forcés pour les patrons des principales agences de sécurité américaines. Mais à l'heure qu'il est, au-delà des polémiques et des divisions interservices, une question perdue. Qui a pu mener avec autant d'efficacité une telle attaque meurtrière au cœur même de la superpuissance sans que personne ne s'aperçoive de quoi que ce soit? Et le Pentagone dément être à l'origine des raids sur Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. La Maison-Blanche dément également d'ailleurs. CNN, la télévision américaine, transmet en ce moment des images montrant la ville en flammes. Des détonations sont entendues. La ville a, semble-t-il, été victime de raids de missiles.
Ces attentats bouleversent bien entendu l'ensemble de la communauté internationale. En France, Jacques Chirac a réuni ce soir un conseil restreint à l'Élysée. Le président a exprimé sa solidarité au peuple américain. On l'écoute. Jamais, aucun pays dans le monde n'a été la cible d'attentats terroristes d'une telle ampleur, ni d'une telle violence. Je veux redire au peuple américain la solidarité de tous les Français dans cette dramatique épreuve. Nos pensées vont en particulier à toutes les victimes, à leurs familles, à leurs proches. Ce qui s'est produit aux États-Unis nous concerne tous. J'imagine les sentiments que chacun d'entre vous éprouve ce soir, sentiments d'horreur et peut-être d'inquiétude. Et j'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous parler. Nous ne connaissons à ce stade ni les auteurs, ni les raisons de ces actes barbares. La situation requiert néanmoins sang-froid, mais aussi vigilance et mobilisation. C'est pourquoi j'ai réuni ce soir à l'Élysée un conseil restreint avec le Premier ministre et les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, des Transports. Les mesures de précaution qui s'imposent ont été prises immédiatement par le gouvernement. Et le plan Vigipirate, que vous connaissez, est mis en œuvre. Nous agissons avec le Premier ministre, bien sûr, en étroite concertation, et évidemment tous les pouvoirs publics sont mobilisés. Par ailleurs, je suis en contact avec les responsables européens afin que nos décisions soient bien coordonnées. Et je viens en particulier de m'entretenir longuement avec le chancelier allemand, Schröder, et le Premier ministre britannique, Tony Blair. La France sait qu'on ne peut lutter efficacement contre le terrorisme que par une action déterminée et collective. Et elle fera ce qui doit être fait. La réactivation maximum du plan Vigipirate a donc été décidée. Des mesures de sécurité sont prises dans tous les lieux publics, gares, aéroports, tous les lieux sensibles. Plus de 1000 soldats seront dépêchés dans les rues de Paris en début de matinée, aujourd'hui mercredi. Et puis on revient à New York avec vous, Jacques. Oui, effectivement, et tandis qu'à Paris, vous le disiez, on déploie le plan Vigipirate renforcé, eh bien à New York, vous le voyez sur ces images qui nous parviennent de Big Apple, eh bien la Navy américaine déploie sa force, un peu tardivement peut-être, des hélicoptères, des vedettes, nous montrent que la baie de New York est désormais sous très haute surveillance. Et c'est donc une espèce de plan Vigipirate avec cette dimension si particulière et si propre aux États-Unis auquel plutôt on assiste en ce moment. Comment précisément New York a-t-elle réagi à cette catastrophe sans précédent que représentent ces deux attentats contre les tours du World Trade Center? Eh bien c'est ce que nous raconte ce commentaire de Guillaume Deblay. Au pied des deux tours qui viennent de s'effondrer, tout et tout le monde est recouvert d'une épaisse couche de poussière blanche. Partout des gravats, une lumière surréelle. Cette femme qui gémit est évacuée. Elle est choquée mais indemne. La caméra s'avance dans les entrailles du bâtiment. Étrangement, derrière ces vitres brisées, dans ce qui était le hall, tout semble calme. Seules des sirènes au loin rompent le silence. Autour, à l'extérieur, ils sont des milliers à avoir tout vu, sans réussir à y croire. Des témoins racontent. Nous étions dans le centre financier lorsque nous avons entendu un énorme boom. Il y avait de la fumée qui sortait des fenêtres, les gens se sont jetés au sol et alors on a vu le trou béant dans la tour. Il y avait de la fumée partout et les gens sautaient par les fenêtres. Ils sautaient par les fenêtres pour s'échapper. J'étais en train de secourir des gens lorsque nous avons entendu une énorme explosion. Tout d'un coup, tout est devenu noir, des bris de verre nous tombaient dessus, blessant les gens en dessous. Tout était très sombre et épais, c'était comme de la neige, mais en fait c'était des morceaux de l'immeuble qui nous tombaient sur la tête. La tour qui s'effondre paraît toute proche. La panique est terrible, il faut fuir le plus vite possible. Dans les rues, il y avait des New-Yorkais, des Américains,
mais aussi beaucoup de touristes étrangers. Rapidement, un semblant d'organisation apparaît. Ces hommes crient à la foule de ralentir. Aux abords du lieu de la catastrophe, les rues deviennent quasiment désertes. Reste juste cette poussière blanche qui recouvre tout, comme si New York avait été enseveli. Et puis un premier bilan à l'instant, plus de 200 pompiers pourraient avoir trouvé la mort dans les deux attentats. C'est en tout cas ce qu'affirme un syndicat des pompiers de la ville, cité par les télévisions américaines. Quelques 78 policiers sont également portés disparus. Oui, et ce qui frappe dans une catastrophe de cette ampleur, c'est que les États-Unis passent pour la puissance la mieux protégée. Alors, comment une série d'attentats aussi considérables a-t-elle pu frapper les États-Unis, et notamment la ville la plus emblématique, la plus importante des États-Unis? C'est à ces questions que répond ce commentaire de Jean-Pierre Ferret. Dès que quelque chose d'anormal se passe dans le ciel, on le sait très vite. Les radars de défense et de contrôle aérien tournent 24 heures sur 24. 3 anomalies sont détectables sur l'instant. La première, lorsque l'écho d'un avion n'est pas identifié. C'est que l'électronique de bord de l'appareil ne renvoie pas le code qui doit s'inscrire sur l'écran radar et qui permet de reconnaître tel ou tel vol. La deuxième, c'est lorsque l'avion ne suit pas la trajectoire prévue par son plan de vol. Un plan déposé par le pilote avant chaque décollage et transmis au contrôleur aérien concerné. La troisième, enfin, c'est lorsque l'appareil ne répond pas aux appels radio. Une seule de ces 3 anomalies suffit à déclencher l'alerte. Chaque pays maintient en permanence au moins une patrouille d'avions de chasse prêts à décoller en moins de 5 minutes. Il s'agit d'abord d'aller voir ce qui se passe. Il peut s'agir d'un avion en détresse. Donc, les autorités aéronautiques américaines avaient décelé, c'est évident, les anomalies. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas si les chasseurs américains avaient pris l'air. Les choses se sont passées très vite. Les avions concernés effectuaient tous des vols intérieurs. Mais même si les chasseurs étaient prêts à intervenir, qu'auraient-ils pu faire? Ouvrir le feu pour abattre les avions suicides? Mais il faut répondre d'abord à 2 questions. Est-on prêt à sacrifier les passagers otages? Et où les débris vont-ils retomber? C'est une décision imprenable. En France, elle relève du président de la République et du Premier ministre. Les mesures de sûreté aérienne prévoient que le pilote peut aller jusqu'à la destruction. Et on l'instruit en vue d'appliquer, s'il le fallait, toutes les mesures. Une certitude cependant, dans un scénario d'apocalypse comme celui-ci, toute notion de rationalité ou d'humanité n'a plus de sens. Oui, on peut imaginer que l'opération terroriste de cette journée a été très minutieusement préparée par ses organisateurs. On peut se poser aussi la question de savoir comment un pilote peut réagir face à la situation terrible dans laquelle se sont trouvés les 4 pilotes des avions de ligne qui se sont abattus sur leurs différents sites. François Grangier est pilote de ligne, en France évidemment. Il est expert enquête accident auprès de la Cour d'appel. Il revient sur les circonstances de ces attentats de New York et de Washington et nous apporte son éclairage. Un avion est ni plus ni moins qu'un projectile. C'est-à-dire que lorsque vous tirez une balle à travers une vitre, vous faites un trou rond exactement du diamètre de la balle. Un avion, c'est une très grosse balle. Donc il a fait un trou quasiment de sa taille dans cet immeuble, rien de plus. Il s'agit d'une organisation d'ampleur. 4 avions en même temps, avec un chronométrage quasi parfait, une précision d'impact très bonne. Il va de soi que ça ne peut pas se faire de manière improvisée. Donc les pirates ont dû subir un entraînement très sévère, ne devaient pas être des amateurs. Lorsqu'on regarde déjà la trajectoire de cet avion qui a été filmé, le deuxième sur la tour, on voit clairement qu'il est en léger virage à gauche au dernier moment, ce qui a quasiment failli lui faire louper sa cible. Ce virage à gauche, en fait, était un redressement de dernière minute pour ne pas la manquer. Un pilote qui aurait été dûment qualifié sur l'avion, lui, n'aurait même pas eu de virage. Il aurait percuté sa cible en plein milieu sans aucun souci. Oui, l'Amérique est donc touchée au plein cœur de ses intérêts, qu'ils soient économiques ou militaires. Le président George Bush a promis, on le disait, de punir les auteurs de ces actes lâches. Quelle peut être la contre-offensive américaine? L'analyse de Frédéric Ancel, spécialiste du Proche-Orient et des relations internationales, que nous recevions sur notre antenne.
Lorsqu'il s'agit d'Oussama Ben Laden, d'un individu ou de quelques groupuscules d'individus, frapper vite et fort, oui, mais sans F-15 et sans char d'assaut, ça ne convient pas. Donc frapper avec les services secrets. Et je pense là, pour le coup, que les États-Unis d'Amérique, qui ont prouvé au XXe siècle que lorsqu'ils étaient frappés très durement, ils savaient réagir, vont sans aucun doute lancer une contre-offensive, mais j'allais dire dans le cadre d'une guerre souterraine avec les services de renseignement, mais sans aucun doute en demandant d'une part à leurs amis et alliés occidentaux européens, en particulier, de soutenir très fortement, très fermement cet effort, qui est un effort de guerre, et d'autre part en demandant à leurs alliés, notamment le Pakistan et l'Arabie Saoudite, dont il ne faut pas oublier que ce sont deux États qui sont aujourd'hui dotés de gouvernements très pro-islamistes, eh bien de modérer leurs ardeurs et de moins défendre ou protéger des groupuscules islamistes éventuellement dangereux. Personne aux États-Unis n'avait imaginé qu'un scénario catastrophe de cette ampleur pouvait être réalisable. Et pourtant, les faits d'aujourd'hui ont démontré qu'il l'était. L'ancien adjoint au maire de New York, Peter Goldmark, nous donne l'explication sur cette question, répond plutôt à cette question. Que va-t-il se passer dans les prochaines 48 heures? D'abord, on comprendrait combien de gens ont été blessés, ont été morts. Deuxièmement, on va constater un peu ce qui est arrivé au système d'infrastructure de la ville, parce qu'il y a en dessous des deux tours jumelles un immense centre de rail de métro. Il y a le système d'eau de la ville, dont on n'a pas parlé, je crois. Et on va constater vraiment qu'est-ce qu'il y avait comme attaque contre le système nerveux. Et troisièmement, on va découvrir tout doucement s'il y a des menaces derrière ce qui est déjà arrivé. Alors on ne sait pas si on a vu toute la trame ou si on est au début d'une trame. Oui, en bref, il faut rappeler que 266 personnes se trouvaient à bord des 4 Boeing détournés. On peut donc imaginer qu'en ce qui concerne le nombre des victimes, des personnes se trouvant à bord de ces avions, il est au minimum de 266. Maintenant, quelles ont été les réactions du monde arabe devant une catastrophe aussi terrible? Eh bien, c'est ce que nous explique ce commentaire de Stéphanie Renouvin. À l'heure de la sieste, la nouvelle des attentats perpétrés aux États-Unis tombe. Les Palestiniens de Jérusalem-Est sortent dans la rue pour crier leur joie. La joie de voir le plus grand soutien d'Israël frapper en plein cœur. Au même moment, le chef de l'autorité palestinienne, lui, condamne. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances et celles du peuple palestinien au président américain, le président Bush, à son gouvernement, au peuple américain, pour cet acte terrible. Nous sommes complètement en état de choc. C'est incroyable. La Libye, l'Iran, la Syrie, mais aussi la Jordanie et l'Égypte d'Hosni Moubarak ont condamné cette offensive terroriste sans précédent. Mais dans la rue, c'est toujours la joie qu'on lisait sur les visages. Ici, aux portes de Damas, dans un concert de klaxons, les Palestiniens dansent et chantent des slogans à la gloire du terroriste Oussama Ben Laden. Les mains triomphantes s'élèvent à Naplouse en Cisjordanie ou dans les camps de réfugiés au Liban, comme ici à Sidon, ce sont les armes que l'on tend vers le ciel. Comme pour rendre hommage à une vengeance divine, une riposte venue du ciel contre la politique menée par les États-Unis dans la région. Mais à Gaza, hier, les Palestiniens hésitaient entre un sentiment de revanche sur Washington et la crainte d'en subir les retombées. Voilà, ces images peuvent nous laisser penser que derrière cet attentat sans précédent, eh bien c'est la personnalité de ce leader saoudien, Oussama Ben Laden, qui est en cause. Qui est Oussama Ben Laden? Le portrait que Marine Jackman nous présente va peut-être nous apporter un éclairage supplémentaire. Derrière l'apparence trompeuse d'un grand bédouin se cache pour les Américains le diable en personne, Oussama Ben Laden. Sa tête est mise à prix par le FBI, 5 millions de $, mais l'homme compte sur la protection d'Allah et plus encore sur celle des talibans pour défier l'Occident. D'où vient le mécène du djihad mondial? Ben Laden est né à Riyad il y a 44 ans dans une riche famille saoudienne. Ce milliardaire fondamentaliste s'engage très tôt en Afghanistan contre les soviétiques dans la guerre sainte, la guerre des Moudjahidines, qui a d'ailleurs le soutien total de la CIA, ses filières d'armes et même ses missiles, dans des bases à la frontière du Pakistan où s'entraîneront des générations d'extrémistes.
Après le retrait soviétique en 89, Ben Laden, devenu héros de la résistance afghane, revient en Arabie très radicalisé. Il se forge alors une haine féroce contre les Américains qui se sont installés dans la région à la faveur de la guerre du Golfe et qui n'en partiront plus. On le retrouve à Khartoum en 92, le Soudan intégriste, où il finance déjà des camps de terroristes selon la CIA. Il est déchu de sa nationalité saoudienne. Devenu hors la loi, il est alors le principal suspect dans des dizaines d'attentats, principalement contre les intérêts américains. Mais sa plus belle bataille, il la livre en août 98 dans les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie, 224 morts. Il est aussi responsable de l'attentat contre le destroyer américain USS Cole au Yémen, 17 morts. Depuis, il obsède les services secrets de la planète. On croit le voir partout, en Tchétchénie, en Malaisie, aux Philippines. Son ombre se profile derrière tous les groupes terroristes, Abu Sayyaf, les GIA. Mais au-delà de ces réseaux, le plus préoccupant concerne l'arsenal d'Oussama Ben Laden, réfugié et surprotégé dans l'Afghanistan des talibans avec une fortune estimée à des milliards de francs. Le banquier de la guerre sainte, que l'on voit ici mariant son fils en février dernier, pourrait menacer le monde selon des sources très informées d'une attaque biologique, voire d'une explosion nucléaire. En quelques années, l'homme est devenu pour des millions de musulmans, Oussama le rebelle, l'emblème de leur résistance. Après ce portrait dressé par Marine Jacquemin d'Oussama Ben Laden, je vous propose d'écouter ce que Alexandre Adler, le rédacteur en chef de Courrier International, vient de nous déclarer sur notre antenne. Il n'est pas numéro un pour rien. Cet homme a d'abord des liens très profonds avec l'élite saoudienne. Il est évident que ce n'est pas sa fortune personnelle qui est depuis longtemps épuisée qui lui permet de maintenir ainsi cette organisation, ce réseau qu'on appelle la Qaïda. Il est évident qu'il reçoit beaucoup d'argent d'Arabie Saoudite. Beaucoup de soutien, jusque dans la famille royale qui est elle-même très vaste organisation, mais chez de nombreux Saoudiens, riches et moins riches, qui épargnent un peu pour lui donner de quoi vivre. Il a ensuite ramifié ses réseaux un peu partout, là où le monde musulman est en crise. Comment la presse française vit-elle la couverture de cet événement sans précédent? Thomas Aureau nous fait vivre cette revue de presse. L'épouvante, l'apocalypse, la nouvelle guerre, les mots semblent trop faibles pour donner toute la mesure de la violence des attentats suicides d'hier. Libération choisit même de ne pas titrer. Sur sa double page de une simple photo qui parle d'elle-même. Ces images terrifiantes ont fait le tour du monde, des scènes cauchemardesques, de panique, d'horreur, largement reprises dans tous vos quotidiens et notamment dans les pages intérieures de Libération. Outre-Atlantique, le New York Times et le Washington Post reviennent sur l'accident dans des éditions spéciales sur Internet et redéroulent le fil des événements. Les États-Unis ont été frappés en plein cœur, titre la Tribune. Le quotidien économique analyse la réaction des marchés financiers complètement tétanisés. Le contre-coup sera difficile, nul doute qu'il pèsera sur l'évolution de l'économie américaine. Désormais, le pire est arrivé à Seine-François, et désormais, le monde a peur, lui répond le Parisien. Que faire face à un tel scénario? Bruno Frappa, l'éditorialiste de La Croix, appelle à la solidarité avec les Américains, au nom, dit-il, de l'humanité. Pour le Figaro, c'est une nouvelle guerre qui commence. Le quotidien revient bien sûr sur le déroulement de la journée, des attentats aux réactions du monde entier, et s'attarde sur la nébuleuse du terrorisme islamiste. Une piste qu'évoque également Libération dans son éditorial. Le quotidien réveille le souvenir de Pearl Harbor et s'interroge sur les choix dont dispose George Bush. Soit la vengeance aveugle avant même la fin de l'enquête, soit une extrême sévérité à l'égard des coupables. De cela, conclut Jacques Amalric, dépendra la capacité américaine à mobiliser ou non une vraie solidarité transnationale contre le cancer terroriste. Comment la classe politique française réagit-elle à cet événement? Je vous propose d'écouter la recension de ces différentes réactions qu'a réuni pour nous Fabienne Amias. On va y entendre notamment le chef de l'État, M. Jacques Chirac, et le Premier ministre Lionel Jospin. Il est à peine plus de 15 heures. Jacques Chirac, en déplacement à Rennes, prend la parole pour une réunion programmée de longue date. Je suis dans l'obligation absolue de regagner immédiatement mon bureau à Paris. Le président a déjà appelé Lionel Jospin. Le Premier ministre se trouve à Matignon. Les deux hommes décident de se retrouver à l'Élysée en fin d'après-midi. Pour préparer ce rendez-vous, Lionel Jospin réunit Daniel Vaillant, Hubert Védrine et Jean-Claude Guessot dans son bureau. Les mêmes retrouveront Jacques Chirac.
À l'ordre du jour, rassurer les Français et assurer leur sécurité. Nous avons indiqué au président de la République les décisions qui ont été prises par le gouvernement, et notamment la mise en œuvre du plan gouvernemental d'alerte et de prévention qui s'appelle Vigipirate renforcé. Je l'ai dit, il faut rester attentif et en même temps être calme. Jacques Chirac, lui, s'est isolé avec ses conseillers. À 21h, il s'adresse aux Français. Ce qui s'est produit aux États-Unis nous concerne tous. Nous ne connaissons à ce stade ni les auteurs, ni les raisons de ces actes barbares. La situation requiert néanmoins sang-froid, mais aussi vigilance et mobilisation. Les mesures de précaution qui s'imposent ont été prises immédiatement par le gouvernement. Ce soir, il n'y a pas eu le moindre différend entre les deux chefs de l'exécutif. Les querelles de la cohabitation passent après la sécurité des Français. Évidemment, cet événement inspire les mesures de sécurité les plus strictes dans toutes les grandes démocraties. C'est tellement vrai qu'en France, le plan Vigipirate renforcé vient d'être réactivé. C'est un commentaire de Candice Mahou. Le plan Vigipirate, c'est un renforcement général des contrôles dans tous les lieux publics. Les douaniers sont postés autour des aéroports pour en contrôler l'accès. Des blindés sont même disposés le long des pistes pour protéger les avions. À Roissy, en 1995, le plan Vigipirate avait engendré le déploiement de 900 douaniers, 1000 agents de la DICILEC, l'ancienne police de l'air et des frontières, et d'une centaine de militaires. Des militaires déployés sur tout le territoire pour aider le travail des 75 000 gendarmes, des 130 000 policiers et des 15 000 douaniers mobilisés lors des plans Vigipirate renforcés. Des douaniers qui vont devoir également renforcer la surveillance aux frontières, un peu plus relâchée depuis les accords de Schengen. Dans les gares et dans le métro aussi, le moindre paquet suspect est traqué, les identités sont vérifiées et de nombreuses fouilles sont effectuées. Et l'armée se tient en réserve sur l'ensemble du territoire. On imagine les craintes que toutes les compagnies aériennes peuvent ressentir et donc les conséquences que cela entraîne sur le trafic aérien. C'est tellement vrai qu'à l'aéroport de Roissy, on a assisté à une belle pagaille. C'est un reportage de Bénédicte Delfaux. Plaqué au sol. Depuis 15 heures heure française, plus aucun vol n'a décollé pour le territoire américain. Du côté des compagnies américaines, on se refuse à tout commentaire. Je suis désolée, c'est strictement, on ne peut pas vous donner l'information. En ce moment, on ne sait pas plus que vous. Ici, on ne peut pas vous dire grand-chose. C'est aux alentours de 18 heures que l'aéroport s'anime. 7 vols ont été déroutés, les avions ont fait demi-tour en plein vol. Des passagers qui à cette heure devraient être arrivés aux États-Unis sont de retour en France. On ne nous a pas dit dans l'avion ce qui se passait. Pendant 1 heure, on n'a rien su. On nous a juste débarrassé notre plateau repas en urgence en nous annonçant des turbulences, mais il n'y en a pas eu. Et donc nous avons compris qu'il y avait un problème. C'était inquiétant. Ce sont des heures d'angoisse qui commencent pour certains passagers totalement ignorants de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. On habite tout près de la ville de New York, donc on a hâte de revoir tout le monde vivant. On a besoin de savoir qu'ils s'en sont sortis. C'est dur, vous savez. Une cellule de crise a été mise en place par Air France pour apporter un réconfort aux passagers les plus désorientés. Mais dans l'ensemble, c'est dans le calme que les passagers français sont rentrés chez eux, tandis que les passagers américains se sont laissés conduire vers un taxi puis un hôtel. Ils sont bloqués sur notre territoire jusqu'à la levée de l'interdiction de survol de l'espace américain. Voilà, il est 2h27, nous devrions avoir dans quelques minutes, si l'horaire est en tout cas respecté, la déclaration du président américain George Walker Bush. Dans l'immédiat, et en attendant de reprendre la revue de ces titres, je vous propose de revoir cette image absolument ahurissante de la tour sud du World Trade Center qui explose, frappée donc par un premier appareil. Elle est ici filmée, tandis que 18 minutes plus tard, très exactement, un second appareil, un Falcon apparemment, serait venu se jeter sur la seconde tour jumelle du World Trade Center, entraînant donc l'effondrement de ces deux tours jumelles construites en 1972 et qui représentent l'ensemble du quartier d'affaires du business américain le plus important des États-Unis. Voilà comment s'effondrent en quelques minutes, en quelques heures, ces deux immeubles qui incarnaient, en tout cas si bien depuis une trentaine d'années maintenant, la puissance économique américaine. On revient avec vous, Magali Frère,
sur le film de cette journée. Oui, et toujours pas de véritable bilan. Il n'est pas possible d'avoir des chiffres précis sur le nombre des victimes pour le moment. Donald Rumsfeld, le secrétaire américain à la Défense, évoque seulement des dizaines de morts, rien que pour l'attaque du Pentagone. Un syndicat de pompiers, quant à lui, indique que plus de 200 pompiers pourraient avoir trouvé la mort dans les deux attentats qui ont totalement détruit le World Trade Center à New York. Et puis quelques 78 policiers sont aussi portés disparus. Le maire de New York, Rudolph Giuliani, indique qu'aucun bilan véritable ne pourra être établi avant 24 voire 48 heures. Et à New York, près de 10 heures après l'attentat, une épaisse fumée est toujours visible à plus de 50 km au nord de Manhattan. Mais revenons sur le fil de cette journée, un scénario digne d'un film catastrophe. En plusieurs temps donc, le World Trade Center, tout d'abord, il est presque 9 heures à New York lorsque deux avions s'écrasent à une quinzaine de minutes d'intervalle sur les Twin Towers. Vous le disiez, Jacques, le récit de la journée entière avec Antonin André tout de suite. New York, 9 heures du matin. Un vol d'American Airlines avec 156 personnes à bord vient de s'écraser sur l'une des deux tours du World Trade Center en plein cœur de Manhattan. 18 minutes plus tard, un deuxième avion vient s'encastrer dans la tour jumelle du bâtiment où travaillent 40 000 personnes. Le World Trade Center est en feu. De la première tour, des employés pris au piège tombent dans le vide. La police a eu à peine le temps de dresser un périmètre de sécurité et de commencer les évacuations lorsque le deuxième crash s'est produit. Au pied de ces deux tours infernales, la panique s'empare des rues de New York. Les premiers blessés sont évacués. Lorsque dans un immense nuage de poussière, la première tour s'écroule. Quelques minutes plus tard, sa jumelle la rejoint dans un amas de décombres. Des blessés et des passants couverts de cendres et de poussière sont évacués ou s'enfuient dans les rues en proie à de véritables crises d'hystérie. Plus tard dans l'après-midi, une troisième tour voisine du World Trade Center qui menaçait de céder s'effondre à son tour. Nouveau déluge de cendres et de débris sur Manhattan. Voilà, et on me signale que le président Bush prend la parole, comme convenu, vers 2h30. Il va très solennellement, on le voit sur cette image, prononcer l'allocution que l'on attendait donc à 2h30, heure de Paris. Bonsoir. Ce soir, notre style de vie a été atteint par l'attaque la plus meurtrière. J'ai un écho, je m'entends moi-même. Des milliers de vies ont été prises par les meurtriers les plus méprisables. Des avions qui rentrent en plein vol dans les immeubles. Cela nous remplit de tristesse, d'incompréhension et de colère. Ces actions meurtrières nous menacent de chaos et cependant notre pays est fort et ils ne réussiront pas. Notre peuple a été mis à contribution pour se défendre. Ils ne pourront pas attaquer la fondation même des États-Unis. Ils peuvent démolir l'acier, mais ils ne peuvent pas démolir l'acier de la certitude américaine, parce que nous voulons représenter la liberté dans le monde et personne ne peut empêcher cette lumière de continuer à
existé. Nous avons connu aujourd'hui le pire de la nature humaine et nous avons répondu avec ce que nous avons de meilleur. Nous avons vu le courage des sauveteurs. Nous avons vu la générosité des donneurs de sang. Nous avons vu les efforts à la suite de la première attaque. Nous avons mis en place notre plan d'urgence. Nous avons une puissance militaire importante. Elle a été mise en œuvre. Il y a des équipes énormes de secours qui se sont mises en œuvre à New York City. Nous essayons de donner de l'aide à ceux qui ont été blessés. Nous essayons de prendre toutes les précautions pour les citoyens chez nous et partout dans le monde qui pourraient être soumis à d'autres attaques. Notre système gouvernemental continue à fonctionner. Les citoyens qui ont dû être évacués à Washington vont pouvoir reprendre leur travail. Demain, les bureaux seront ouverts à nouveau pour fonctionner. Nos institutions demeurent fortes et l'économie américaine continuera à fonctionner aussi. Nous commençons les recherches pour savoir qui est derrière ces actes meurtriers et criminels. Nous avons des réseaux de renseignement. Nous allons trouver les responsables. Nous avons pris des mesures pour les traquer et nous ne ferons pas de distinction entre les terroristes qui ont commis ces actes et ceux qui leur accordent refuge. J'apprécie les membres du Congrès qui se sont fait entendre pour condamner avec moi ces attaques et pour être du côté du peuple américain. Je remercie aussi tous les chefs d'État de par le monde qui ont offert leurs condoléances et leur assistance. L'Amérique, ses amis, ses alliés vont travailler ensemble pour la paix et la sécurité dans le monde et nous allons gagner cette guerre contre le terrorisme. Ce soir, je vous demande de prier pour nous, de prier pour tous ceux qui souffrent, pour les enfants dont le monde s'est écroulé, pour tous ceux qui ont perdu leur sens de la sécurité. Et j'espère qu'une puissance plus élevée que nous tous pourra les consoler. Et je cite la Bible, même quand je marche par la vallée de la mort, je ne crains pas la mort parce que vous êtes avec moi. C'est un jour où tous les Américains, quels qu'ils soient, veulent travailler ensemble, aller dans le sens de la justice et de la paix et veulent combattre leurs ennemis. Et nous allons le faire. Personne d'entre nous n'oubliera ce jour. Nous irons de l'avant. Nous voulons défendre la liberté et tout ce qu'il y a de bon et de juste dans notre monde. Merci. Bonne nuit. Et que Dieu vous aide, l'Amérique. Voilà donc la déclaration que le président George Bush vient de prononcer. Elle a été relativement courte, 4 à 5 minutes. En tout cas, on en retient le ton assez déterminé. Ces actions meurtrières ne réussiront pas à toucher notre peuple, a dit le président. Ils ne toucheront pas l'acier de la certitude américaine. Il faut entendre par là que donc le chef de l'exécutif américain envisage la fermeté la plus grande pour répliquer à ces actions terroristes et il a effectivement précisé que les réseaux de renseignement américains étaient déjà à l'ouvrage, mais évidemment, on pouvait s'en douter. Nous allons, a-t-il précisé, gagner cette guerre contre le terrorisme. Magali, nous reprenons la suite de notre fil. Oui, et tout d'abord, ce nouveau bilan partiel et provisoire, toujours 319 blessés. Enfin, les urgences de l'hôpital new-yorkais de Saint-Vincent, qui est donc situé non loin de l'attentat des Twin Towers, aurait traité 319 personnes. 15 seraient dans un état critique, tandis que 3 apparemment seraient mortes. Voilà, c'est un nouveau bilan partiel et bien provisoire. Donc ces attentats ont frappé en plein cœur les symboles financiers et militaires de la plus grande puissance mondiale. Alors comment les services de sécurité américains ont-ils pu se voir infliger un tel camouflet? C'est ce à quoi tente de nous répondre Vincent Perrault. C'est à l'évidence un échec catastrophique pour les services de sécurité américains. Ils avaient fait du terrorisme islamique leur ennemi numéro 1 avec des moyens financiers qui se chiffrent en milliards de dollars et un staff de près de 28 000 personnes, rien que pour le FBI. Cette fois, ce sont les symboles mêmes de la puissance militaire et financière américaine qui ont été touchés. Alors si aujourd'hui les services de sécurité américains sont montrés du doigt, FBI, CIA, NSA ou encore les services des armées, c'est bien parce que dans le passé, une série de bévues avait sérieusement entamé la réputation et la crédibilité de ces services chargés d'assurer la sécurité intérieure comme extérieure.
Qu'il s'agisse de l'affaire Hansen, du nom d'un ancien agent du FBI qui renseignait la Russie depuis 15 ans, ou encore de l'épisode de l'attentat d'Oklahoma City où des documents avaient été perdus par le FBI, accusé enfin d'avoir dissimulé des documents dans l'assaut sanglant de la secte des Davidiens à Waco, au Texas, en 1993, sans oublier le précédent attentat contre le World Trade Center en février de la même année. Et pourtant, les moyens de recueil de l'information par les services américains sont considérables. Les moyens techniques de collecte de renseignements ont augmenté de façon logarithmique. Mais ça n'est rien si on ne traite pas. C'est-à-dire que vous avez des milliers d'informations et le nombre d'analystes à la CIA capables de discriminer aujourd'hui a baissé. C'est une organisation profondément démoralisée qui a montré à plusieurs reprises son incapacité. Et là, je pense que c'est le glas de la CIA telle que nous l'avons connue. Dans ce contexte apocalyptique, les conséquences vont être rapides pour les responsables des services mis en cause. Elles devraient aboutir à une vague de départ forcée pour les patrons des principales agences de sécurité américaines. Mais à l'heure qu'il est, au-delà des polémiques et des divisions interservices, une question perdue. Qui a pu mener avec autant d'efficacité une telle attaque meurtrière au cœur même de la superpuissance sans que personne ne s'aperçoive de quoi que ce soit? Et puis le Pentagone dément être à l'origine des raids sur Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. CNN, la télévision américaine, transmet en ce moment même des images montrant la ville en flammes. Des détonations sont entendues. La ville, semble-t-il, est victime de raids de missiles. Ces attentats bouleversent bien entendu l'ensemble de la communauté internationale. En France, Jacques Chirac a réuni ce soir un conseil restreint à l'Élysée. Le président a exprimé sa solidarité au peuple américain. On l'écoute. Jamais, aucun pays dans le monde n'a été la cible d'attentats terroristes d'une telle ampleur, ni d'une telle violence. Je veux redire au peuple américain la solidarité de tous les Français dans cette dramatique épreuve. Nos pensées vont en particulier à toutes les victimes, à leurs familles, à leurs proches. Ce qui s'est produit aux États-Unis nous concerne tous. J'imagine les sentiments que chacun d'entre vous éprouve ce soir, sentiments d'horreur et peut-être d'inquiétude. Et j'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous parler. Nous ne connaissons à ce stade ni les auteurs, ni les raisons de ces actes barbares. La situation requiert néanmoins sang-froid, mais aussi vigilance et mobilisation. C'est pourquoi j'ai réuni ce soir à l'Élysée un conseil restreint avec le Premier ministre et les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, des Transports. Les mesures de précaution qui s'imposent ont été prises immédiatement par le gouvernement. Et le plan Vigipirate, que vous connaissez, est mis en œuvre. Nous agissons avec le Premier ministre, bien sûr, en étroite concertation et évidemment tous les pouvoirs publics sont mobilisés. Par ailleurs, je suis en contact avec les responsables européens afin que nos décisions soient bien coordonnées. Et je viens en particulier de m'entretenir longuement avec le chancelier allemand, Schröder, et le Premier ministre britannique, Tony Blair. La France sait qu'on ne peut lutter efficacement contre le terrorisme que par une action déterminée et collective. Et elle fera ce qui doit être fait. Et la réactivation maximum du plan Vigipirate a donc été décidée. Des mesures de sécurité sont prises dans tous les lieux publics, gares, aéroports, tous les lieux sensibles. Plus de 1000 soldats seront dépêchés dans les rues de Paris en début de matinée, aujourd'hui mercredi. Et puis à New York, un plan de sécurité a également été mis en place. Jacques. Évidemment, on va le voir sur ces images, si le plan Vigipirate vient d'être réactivé à Paris, eh bien New York, un peu tardivement, a-t-on envie de dire, après les quelques heures qui nous séparent des attentats d'hier, eh bien on le voit, l'US Navy déploie sa flotte dans la baie de New York, des hélicoptères dans le ciel. New York est désormais sous très haute surveillance, même si effectivement cette surveillance se manifeste un peu tardivement, après que ces attentats imprévisibles aient frappé de plein fouet la capitale économique américaine.
Comment tout cela a-t-il pu être possible? Eh bien, aussi incroyable que cela paraisse, il y a eu forcément des failles. C'est peut-être ce que le reportage de Guillaume Deblé va nous expliquer maintenant. Au pied des deux tours qui viennent de s'effondrer, tout et tout le monde est recouvert d'une épaisse couche de poussière blanche. Partout des gravats, une lumière surréelle. Cette femme qui gémit est évacuée. Elle est choquée mais indemne. La caméra s'avance dans les entrailles du bâtiment. Étrangement, derrière ces vitres brisées, dans ce qui était le hall, tout semble calme. Seules des sirènes au loin rompent le silence. Autour, à l'extérieur, ils sont des milliers à avoir tout vu, sans réussir à y croire. Des témoins racontent. Nous étions dans le centre financier lorsque nous avons entendu un énorme boom. Il y avait de la fumée qui sortait des fenêtres, les gens se sont jetés au sol et alors on a vu le trou béant dans la tour. Il y avait de la fumée partout et les gens sautaient par les fenêtres. Ils sautaient par les fenêtres pour s'échapper. J'étais en train de secourir des gens lorsque nous avons entendu une énorme explosion. Tout d'un coup, tout est devenu noir, des bris de verre nous tombaient dessus, blessant les gens en dessous. Tout était très sombre et épais, c'était comme de la neige, mais en fait c'était des morceaux de l'immeuble qui nous tombaient sur la tête. La tour qui s'effondre paraît toute proche. La panique est terrible, il faut fuir le plus vite possible. Dans les rues, il y avait des New-Yorkais, des Américains, mais aussi beaucoup de touristes étrangers. Rapidement, un semblant d'organisation apparaît. Ces hommes crient à la foule de ralentir. Aux abords du lieu de la catastrophe, les rues deviennent quasiment désertes. Reste juste cette poussière blanche qui recouvre tout, comme si New York avait été enseveli. Voilà ce qu'était donc l'ambiance dans les rues de New York, telle que Guillaume Deblé vient de nous le faire revivre quelques instants après l'attentat qui a donc vu les deux tours du World Trade Center s'effondrer, ainsi qu'une troisième. Au fait, comment un tel attentat est-il possible dans un pays, dans une démocratie que l'on croyait surprotégée? C'est ce que tente de nous dire Jean-Pierre Ferret. Dès que quelque chose d'anormal se passe dans le ciel, on le sait très vite. Les radars de défense et de contrôle aérien tournent 24 heures sur 24. 3 anomalies sont détectables sur l'instant. La première, lorsque l'écho d'un avion n'est pas identifié. C'est que l'électronique de bord de l'appareil ne renvoie pas le code qui doit s'inscrire sur l'écran radar et qui permet de reconnaître tel ou tel vol. La deuxième, c'est lorsque l'avion ne suit pas la trajectoire prévue par son plan de vol. Un plan déposé par le pilote avant chaque décollage et transmis au contrôleur aérien concerné. La troisième, enfin, c'est lorsque l'appareil ne répond pas aux appels radio. Une seule de ces 3 anomalies suffit à déclencher l'alerte. Chaque pays maintient en permanence au moins une patrouille d'avions de chasse prêts à décoller en moins de 5 minutes. Il s'agit d'abord d'aller voir ce qui se passe. Il peut s'agir d'un avion en détresse. Donc, les autorités aéronautiques américaines avaient décelé, c'est évident, les anomalies. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas si les chasseurs américains avaient pris l'air. Les choses se sont passées très vite. Les avions concernés effectuaient tous des vols intérieurs. Mais même si les chasseurs étaient prêts à intervenir, qu'auraient-ils pu faire? Ouvrir le feu pour abattre les avions suicides? Mais il faut répondre d'abord à 2 questions. Est-on prêt à sacrifier les passagers otages? Et où les débris vont-ils retomber? C'est une décision imprenable. En France, elle relève du président de la République et du Premier ministre. Les mesures de sûreté aérienne prévoient que le pilote peut aller jusqu'à la destruction. On l'instruit en vue d'appliquer, s'il le fallait, toutes les mesures. Une certitude cependant, dans un scénario d'apocalypse comme celui-ci, toute notion de rationalité ou d'humanité n'a plus de sens. Oui, les attentats de New York et de Washington ont fait des milliers de morts. Le président américain George Bush vient de le confirmer. Il confirmait par là d'ailleurs les indications données tant par le maire de New York que par un responsable des pompiers de New York. Et puis un hôpital de New York, toujours, vient d'annoncer qu'un nombre énorme, je cite, de morts trouvait encore sur les lieux des attentats. Voilà, ils sont en contact permanent avec les secouristes sur place qui poursuivent leur travail. Oui, il est clair qu'un nombre de victimes imaginable dans cette proportion ne peut pas être dégagé, et donc New York va vivre des heures
extrêmement pénible dans les jours qui viennent. Les terroristes étaient donc vraisemblablement très bien organisés. L'opération très minutieusement préparée. François Grangier, pilote de ligne, est aussi expert accident auprès de la cour d'appel. Il revient sur les circonstances, sur le comment, le pourquoi des circonstances de cet attentat de New York, de Washington, et sur la réactivité des pilotes dans de telles circonstances. Un avion est ni plus ni moins qu'un projectile. C'est-à-dire que lorsque vous tirez une balle à travers une vitre, vous faites un trou rond exactement du diamètre de la balle. Un avion, c'est une très grosse balle. Donc il a fait un trou quasiment de sa taille dans cet immeuble, rien de plus. Il s'agit d'une organisation d'ampleur. 4 avions en même temps, avec un chronométrage quasi parfait, une précision d'impact très bonne. Il va de soi que ça ne peut pas se faire de manière improvisée. Donc les pirates ont dû subir un entraînement très sévère, ne devaient pas être des amateurs. Lorsqu'on regarde déjà la trajectoire de cet avion qui a été filmé, le deuxième sur la tour, on voit clairement qu'il est en léger virage à gauche au dernier moment, ce qui a quasiment failli lui faire louper sa cible. Ce virage à gauche, en fait, était un redressement de dernière minute pour ne pas la manquer. Un pilote qui aurait été dûment qualifié sur l'avion, lui, n'aurait même pas eu de virage. Il aurait percuté sa cible en plein milieu sans aucun souci. L'Amérique, on l'a vu, est touchée au plein cœur de ses intérêts économiques et militaires. Le président George Bush, on l'a réentendu, a promis de punir les auteurs de ces actes lâches. Quelle peut être la contre-offensive américaine? Écoutons donc l'analyse de Frédéric Ancel, qui est un spécialiste du Proche-Orient et des relations internationales. Lorsqu'il s'agit d'Oussama Ben Laden, d'un individu ou de quelques groupuscules d'individus, frapper vite et fort, oui, mais sans F-15 et sans char d'assaut, ça ne convient pas. Donc frapper avec les services secrets. Et je pense là, pour le coup, que les États-Unis d'Amérique, qui ont prouvé au XXe siècle que lorsqu'ils étaient frappés très durement, ils savaient réagir, vont sans aucun doute lancer une contre-offensive, mais j'allais dire dans le cadre d'une guerre souterraine avec les services de renseignement, mais sans aucun doute en demandant d'une part à leurs amis et alliés occidentaux européens, en particulier, de soutenir très fortement, très fermement cet effort, qui est un effort de guerre, et d'autre part en demandant à leurs alliés, notamment le Pakistan et l'Arabie Saoudite, dont il ne faut pas oublier que ce sont deux États qui sont aujourd'hui dotés de gouvernements très pro-islamistes, eh bien de modérer leurs ardeurs et de moins défendre ou protéger des groupuscules islamistes éventuellement dangereux. Et puis au Proche-Orient, ces attentats ont provoqué des scènes de joie en Cisjordanie et au Liban Sud. Un sujet de Stéphanie Renouvin. À l'heure de la sieste, la nouvelle des attentats perpétrés aux États-Unis tombe. Les Palestiniens de Jérusalem-Est sortent dans la rue pour crier leur joie. La joie de voir le plus grand soutien d'Israël frapper en plein cœur. Au même moment, le chef de l'autorité palestinienne, lui, condamne. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances et celles du peuple palestinien au président américain, le président Bush, à son gouvernement, au peuple américain, pour cet acte terrible. Nous sommes complètement en état de choc. C'est incroyable. La Libye, l'Iran, la Syrie, mais aussi la Jordanie et l'Égypte d'Hosni Moubarak ont condamné cette offensive terroriste sans précédent. Mais dans la rue, c'est toujours la joie qu'on lisait sur les visages. Ici, aux portes de Damas, dans un concert de klaxons, les Palestiniens dansent et chantent des slogans à la gloire du terroriste Oussama Ben Laden. Les mains triomphantes s'élèvent à Naplouse en Cisjordanie ou dans les camps de réfugiés au Liban, comme ici à Sidon, ce sont les armes que l'on tend vers le ciel. Comme pour rendre hommage à une vengeance divine, une riposte venue du ciel contre la politique menée par les États-Unis dans la région. Mais à Gaza, hier, les Palestiniens hésitaient entre un sentiment de revanche sur Washington et la crainte d'en subir les retombées. On vient de le voir, tous les regards convergent vers cette personnalité très trouble de Oussama Ben Laden, ce Saoudien qui armerait en quelque sorte ce terrorisme qui a aujourd'hui signé une action extrêmement spectaculaire. Qui est Oussama Ben Laden? Portrait signé Marine Jacquemin. Derrière l'apparence trompeuse d'un grand bédouin se cache pour les Américains le diable en personne, Oussama Ben Laden. Sa tête est mise à prix par le FBI, 5 millions de $, mais l'homme compte sur la protection d'Allah et plus encore sur celle des talibans pour défier l'Occident.
D'où vient le mécène du djihad mondial? Ben Laden est né à Riyad il y a 44 ans dans une riche famille saoudienne. Ce milliardaire fondamentaliste s'engage très tôt en Afghanistan contre les soviétiques dans la guerre sainte, la guerre des Moudjahidines, qui a d'ailleurs le soutien total de la CIA, ses filières d'armes et même ses missiles, dans des bases à la frontière du Pakistan où s'entraîneront des générations d'extrémistes. Après le retrait soviétique en 89, Ben Laden, devenu héros de la résistance afghane, revient en Arabie très radicalisé. Il se forge alors une haine féroce contre les Américains qui se sont installés dans la région à la faveur de la guerre du Golfe et qui n'en partiront plus. On le retrouve à Khartoum en 92, le Soudan intégriste, où il finance déjà des camps de terroristes selon la CIA. Il est déchu de sa nationalité saoudienne. Devenu hors la loi, il est alors le principal suspect dans des dizaines d'attentats, principalement contre les intérêts américains. Mais sa plus belle bataille, il la livre en août 98 dans les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie, 224 morts. Il est aussi responsable de l'attentat contre le destroyer américain USS Cole au Yémen, 17 morts. Depuis, il obsède les services secrets de la planète. On croit le voir partout, en Tchétchénie, en Malaisie, aux Philippines. Son ombre se profile derrière tous les groupes terroristes, Abu Sayyaf, les GIA. Mais au-delà de ces réseaux, le plus préoccupant concerne l'arsenal d'Oussama Ben Laden, réfugié et surprotégé dans l'Afghanistan des talibans avec une fortune estimée à des milliards de francs. Le banquier de la guerre sainte, que l'on voit ici mariant son fils en février dernier, pourrait menacer le monde selon des sources très informées d'une attaque biologique, voire d'une explosion nucléaire. En quelques années, l'homme est devenu pour des millions de musulmans, Oussama le rebelle, l'emblème de leur résistance. Voilà donc pour ce portrait du mécène du djihad islamique, Oussama Ben Laden. Écoutons d'ailleurs ce que dit de lui Alexandre Adler, notre confrère, directeur éditorial de Courrier International. Il n'est plus numéro un pour rien. Cet homme a d'abord des liens très profonds avec l'élite saoudienne. Il est évident que ce n'est pas sa fortune personnelle qui est depuis longtemps épuisée qui lui permet de maintenir ainsi cette organisation, ce réseau qu'on appelle la Qaïda. Il est évident qu'il reçoit beaucoup d'argent d'Arabie Saoudite. Beaucoup de soutien, jusque dans la famille royale qui est elle-même très vaste organisation, mais chez de nombreux Saoudiens, riches et moins riches, qui épargnent un peu pour lui donner de quoi vivre. Il a ensuite ramifié ces réseaux un peu partout, là où le monde musulman est en crise. Voilà donc pour le portrait de l'auteur présumé de l'organisation de ces attentats si bien préparés et si parfaitement, si l'on peut dire, réalisés. Quelles conséquences les événements de Manhattan et de Washington vont-ils avoir sur la vie économique, tant en France que dans le monde? C'est ce que nous explique Vincent Perrault. Wall Street, symbole de la puissance financière internationale frappée par le terrorisme, et c'est toute la finance mondiale qui s'effondre. Bien évidemment, à New York, tout comme dans le reste du pays, les places boursières américaines sont restées fermées, et ce jusqu'à nouvel ordre. Alan Greenspan, le patron de la Réserve fédérale américaine, conscient du danger, a immédiatement annoncé que la Fed était en mesure de fournir des prêts au taux d'escompte pour satisfaire les besoins de liquidité des banques. Déjà ébranlées par les menaces de récession économique, les places boursières en Europe ont perdu la tête. Paris, qui était en hausse d'1,5% avant la catastrophe, a plongé dans le rouge, abandonnant 7,39% avec un CAC 40 au plus bas depuis mars 99. À Londres, le FTSE a décroché de plus de 5,5% sous le seuil des 4800 points. Chute brutale également à Zurich, Milan, Amsterdam. Francfort s'est littéralement effondré à la clôture, moins 8,3% après avoir accusé un recul de près de 12% sitôt l'annonce de la catastrophe. Sur le marché d'échange, l'euro est remonté au-dessus du seuil des 0,91 $. Le cours du brut a également vivement réagi, en remontant au-dessus des 31 $ le baril, l'équivalent d'une hausse de plus de 3 $. Enfin, le marché de l'or n'a pas non plus tardé à réagir. En quelques heures à Londres, l'once a ainsi gagné quelques 20 $ en moins de 90 minutes, soit son plus haut niveau depuis mai 2000. Voilà donc pour les conséquences économiques et financières vraisemblables qui vont s'ensuivre après cet attentat dont je vous propose de revoir l'image la plus extraordinaire, la plus emblématique, celle de cet appareil qui va frapper la seconde tour du World Trade Center. On voit que déjà la tour sud, celle qui est au premier plan, a ses étages supérieurs en feu.
On a vu donc cet avion vraisemblablement de type Falcon, et on le revoit pris par une autre caméra, frapper la tour nord. Les deux tours vont bientôt, puisque 18 minutes se sont écoulées entre le heurt entre les deux tours, les deux buildings vont donc s'effondrer dans un déluge de poussière, entraînant d'ailleurs dans leur chute celle d'une troisième tour. Cela s'est passé aujourd'hui, ce matin, heure de New York, en plein cœur de Manhattan, au cœur même de la cité économique et financière de la capitale économique américaine. Nous allons retrouver la météo et puis à partir de 3 heures, c'est mon confrère Philippe Ballard que vous retrouverez pour la même continuité d'édition spéciale. Eh bien, une fois de plus, il vaudra mieux se trouver à l'ouest ou au sud pour profiter de conditions météo agréables aujourd'hui. C'est là que l'anticyclone se montre le plus efficace. Alors qu'au nord-est et au nord, eh bien, on va conserver une ambiance automnale sous un ciel gris et humide. L'autre consolation, les petites pluies devraient progressivement s'estomper des Ardennes à l'Alsace et au Jura, mais le ciel n'en retrouvera pas pour autant ses couleurs. De la baie de Seine au Pas-de-Calais, à l'Île-de-France, au centre, à l'Auvergne, un ciel pas beaucoup plus lumineux. Cela étant, une amélioration devrait se dessiner cet après-midi. Des éclaircies vont apparaître de Rouen à Orléans et Clermont-Ferrand, et ce, grâce à l'action de l'anticyclone qui va repousser les nuages vers les frontières du nord-est, partout ailleurs du soleil, et des vents qui faibliront en Méditerranée. À noter un petit vent d'ouest près de la Manche, rafale à 50 km/h. Frémissement à la hausse pour ce qui concerne les températures. Il y aura tout de même de nouvelles gelées aux endroits habituels, c'est-à-dire Aurillac, 0 degrés. Il fera 5 degrés à Grenoble, mais en général, on se situera plutôt autour de 7 à 12 degrés. Et 15 au maximum à Nice et Perpignan, lever du jour. Ensuite, on prévoit 17 à 22 degrés au nord et de 20 à 26 degrés pour la moitié sud.